L'épopée du rallye Monte-Carlo débute en 1911. Lors de ses toutes premières éditions, le Monte-Carlo était une épreuve de tourisme, une opération promotionnelle destinée à faire connaître la Côte d'Azur et attirer les touristes fortunés en quête d'aventure. Les concurrents, partis des 4 coins d'Europe, doivent rallier la principauté coûte que coûte, c'est l'objet de la compétition. La Grande Guerre efface le rendez-vous des agendas des heureux propriétaires de véhicules automobiles pour réapparaître en 1924. Dès 24, un parcours de régularité est mis sur pied pour ceux qui parviennent à rallier Monaco. Le règlement évoluera régulièrement par petites touches successives entre les deux guerres. Les canons interrompent une nouvelle fois l'épreuve et en 1949, on repart de plus belle. Pas besoin de publicité, les demandes affluent et en 1950, l'Automobile Club refuse près de 600 véhicules. Le règlement s'affine, le parcours commun est avalé à une moyenne imposée. Arrivés à Monaco, les concurrents doivent encore se livrer à un test d'accélération-freinage ou à un gymkhana. En 1951, les pilotes du rallye vont même s'affronter sur 4 tours du fameux circuit de Formule 1. 1953 est l'année de tous les records avec 440 engagés et 404 partants. Le circuit est glissant, mais pour tous les concurrents, le train est très rapide. Pourtant, peu de modifications interviendront après ce circuit de vitesse. L'épreuve de vérité était cette année l'étape de montagne. L'étape de montagne, c'est la véritable naissance du rallye moderne. L'épreuve devient un événement automobile incontournable et dès 1958, des voitures d'usine font leur apparition, le règlement se stabilise. En 61, apparaissent les épreuves chronométrées. En 65, le parcours final avec le célèbre Turini, mais il reste un point de règlement contesté par beaucoup, l'indice qui pouvait facilement faire perdre ou gagner l'épreuve à un concurrent intelligent capable de lire correctement entre les lignes du règlement. L'indice, c'était une mode qu'on a retrouvée d'ailleurs aux 24 heures du Mans également, qui existait dans pratiquement toutes les grandes épreuves automobiles. Et même dans les tout premiers rallyes Monte-Carlo, à partir de 1911, date de sa création, on a mis des indices parce que les organisateurs voulaient laisser des chances à tous les concurrents de pouvoir être le vainqueur de la manifestation. Donc les indices ont été parfois loufoques, parfois plus sérieux, parfois l'objet de grands mathématiciens. Il y a eu l'indice, par exemple, au rallye Monte-Carlo sur le nombre de personnes dans le véhicule. Plus il y avait de personnes dans la voiture, plus on avait des points de bonification et de bonus. Si bien qu'une année, on a eu un équipage qui est venu au rallye Monte-Carlo dans un autobus. Ils ont fait le rallye Monte-Carlo dans un autobus. On a eu aussi des indices concernant le nombre de portes. On a eu des indices beaucoup plus sérieux concernant la cylindrée. Ça, ils ont demeuré fort longtemps. Des indices concernant également des rapports poids et des rapports puissance. Plus le véhicule était lourd, plus il était handicapé, et ainsi de suite. Donc les indices ont fleuri au fil des années. Il y a même eu des indices très compliqués avec des règles mathématiques où si on n'avait pas, à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, mais la règle à calculer, on ne pouvait pas sortir un classement. En 68, l'indice disparaît définitivement, la victoire se joue au scratch, un point c'est tout. Les usines s'engagent en force, le Monte-Carlo devient un fabuleux vecteur d'image. Viennent ensuite les folles années, avec les groupes B surpuissantes et difficiles à maîtriser. Le Monte-Carlo, qui est l'épreuve d'ouverture du championnat du monde des rallyes, attire de plus en plus de monde sur le bord des routes. Les groupes B sont des voitures dangereuses qui seront interdites à la fin de la saison 86. 1987, place au sage groupe A, puis au WRC actuel. Le Monte-Carlo reste l'épreuve la plus difficile de la saison, même si en 1997, le parcours de concentration des origines disparaît du programme pour les pros et pour les amateurs un an plus tard. Il laisse la place à un parcours en trèfle autour de Monaco. Le Grand Monte-Carlo a bel et bien disparu. Sous la pression de la FIA, l'Automobile Club a dû céder et rentrer dans l'étroit carcan du règlement mondial. Et même si en 2005, le parcours s'est concentré sur le seul département des Alpes-Maritimes, réduisant encore un peu le terrain de jeu des pilotes, le Monte reste une épreuve hors norme qui ne laisse personne indifférent. For me, it's just a survival. C'est un rallye passionnant, difficile, stressant, mais bandant. Difficult conditions. Big challenge to get the right tire, the right condition and the right speed. For this rally, we're going to definitely go maximum attack. Tosi kapea silta.
Et encore. 2 minus left hair line. Double tighten. Good brakes. Trending, 3 plus right. Oikein 3. Right minus. Open 16. Arriver au terme du rallye Monte-Carlo est un exploit que bon nombre de modèles de voitures ont un jour réussi et il serait impossible de toutes les répertorier. Certaines pourtant ont marqué de leur empreinte le Monte-Carlo. 1952 par exemple, Allard gagne sur une Allard, fait unique dans l'histoire du rallye. D'autres marques ont enchaîné les victoires, ce qui est du meilleur effet à la lecture du palmarès de l'épreuve. Nous en avons sélectionné 5. 5 marques qui évoquent inévitablement le rallye Monte-Carlo pour les différentes générations. Hotchkiss tout d'abord. Les plus jeunes ne connaissent même pas ce nom. Pour d'autres, Hotchkiss évoque inévitablement les jeeps militaires des années 50 et 60. Mais Hotchkiss, c'est également une marque de voitures prestigieuse qui, dans l'avant et l'immédiate après-guerre, a prouvé ses qualités sur les routes du Monte-Carlo. Comme son nom ne l'indique pas, Hotchkiss est une marque française, originaire de l'Aveyron et créée par un immigrant américain du nom de Benjamin Berkeley Hotchkiss. La marque produira des voitures jusqu'en 1966 avant de disparaître. À 6 reprises, les Hotchkiss ont gagné à Monte-Carlo et la moitié de ces victoires, la marque les doit à Jean Trévoux. « 1964 est l'année de la consécration pour l'équipe Morris. Lors de cette édition disputée sur un parcours quasiment sec, du début à la fin, les agiles petites Mini vont démontrer leur énorme potentiel. Face aux puissantes Ford Falcon, Saab et autres Volvo, les Mini de Hopkirk et Mäkinen se classent à chaque fois parmi les premières. Certes, au scratch, les petites anglaises sont moins rapides, mais à cette époque, le classement général est établi à la suite d'un savant calcul qui tient compte de la puissance, le fameux indice. Du coup, Hopkirk domine l'épreuve à bord d'une voiture de 1100 cm3 et de 80 chevaux pour 580 kg. C'est le début de la saga pour BMC qui va par la suite multiplier les victoires. En 1965, le début de l'épreuve est une véritable hécatombe avec près de 90% d'abandon. Nous sommes sur les hauteurs de Nice au départ de la spéciale de la Roquette. Et maintenant, c'est l'arrivée du numéro 52. En principe, tous les numéros intermédiaires auraient dû se présenter à 1 minute d'intervalle. C'est une véritable hécatombe. Les futurs vainqueurs, Mäkinen le finlandais et l'anglais Ista, eux, sont à l'heure. At the top of the hill, Timo Mäkinen is credited with 6 minutes 59 seconds. But you'll notice that the officials don't exactly break any records as they stamp his card in the official clock. L'extraordinaire performance de Mäkinen l'avait devancé. On se battait pour parler au seul pilote arrivé sans pénalisation. But never has a more worthy winner than Timo Mäkinen been honored in the Palace Yard. La Mini Cooper S remporte le rallye à 3 reprises et à chaque fois sous des régimes réglementaires différents. Cette voiture s'est montrée performante en régularité, dans les épreuves spéciales chronométrées sur le circuit du Grand Prix et bien sûr lorsqu'était organisé le fameux Gymkhana sur le port de Monaco.
L'hélice a finalement disparu, la Mini Cooper, pilotée par Aaltonen, l'emporte au scratch face au Porsche 911 et autres Lancia Fulvia HF, c'est dire la redoutable efficacité de la petite Cooper. La légende de la Mini est étroitement liée à celle du rallye Monte-Carlo. Pour les Britanniques, elle représente la voiture du monde. Le modèle sportif de l'actuelle Mini ne se nomme-t-il d'ailleurs pas Cooper S. Depuis que la marque existe, il y a quasiment toujours eu des Porsche au départ du Monte-Carlo. Des 356 à la pelle bien sûr, mais également la surpuissante 904 GTS. En 1965, cette machine tout droit débarquée des circuits avait pour ambition de battre les Austin Cooper. Mais en 65, le fameux indice de puissance et surtout la neige trop abondante handicapaient beaucoup la Porsche 904 GTS de Gene Bohringer. La Porsche marche bien, mais il lui faut toute la route. La Porsche essaie de tirer profit de sa forte puissance. Malgré son énorme talent, Eugene Bohringer ne peut rivaliser avec les agiles Mini. Bohringer y sera toutefois à la 904 sur la deuxième marche du podium. Avec la 911, Porsche tient enfin l'arme fatale. Légère et puissante, elle offre également à ses pilotes une excellente motricité avec son moteur à l'arrière. De plus, lorsqu'en 1967 l'indice disparaît du règlement, Porsche voit là une opportunité d'enfin inscrire son nom au palmarès du rallye Monte-Carlo. C'est chose faite dès 1968 avec un petit coup de pouce de la chance, ou plutôt parce que les spectateurs imbéciles dans Turini ont jeté de la neige sur la route et provoqué l'accident du leader, Gérard Larousse, sur une Alpine. And here comes the 1968 Monte Carlo winner, the Porsche 210, driven by 32-year-old Vic Elford. And a very well-earned kiss, too. The presentation of prizes watched by Prince Rainier and Princess Grace and their young family. First and second Porsches. Forts de leur succès, les hommes de chez Porsche remettent l'ouvrage sur le métier dès l'année suivante. Les pilotes étrennent un nouveau modèle, la fameuse 911 S. Nettement supérieure, avec 14 victoires de spécial sur 16 possibles, les Porsche signent un nouveau doublé et on découvre un vainqueur de grand talent, le jeune Björn Waldegarde, le numéro 37, qui devance Gérard Larousse, passé de Alpine à Porsche. Et Waldegarde remet ça l'année suivante avec le numéro 6, toujours devant Larousse, le numéro 2. Le Suédois mène de la première spéciale à l'arrivée à bord de sa 911 de 240 chevaux pour 960 kg. En 70, personne ne résiste au Porsche. La 911 S ne sera jamais remplacée dans le cœur des Porschistes, pas plus d'ailleurs dans le palmarès. Pour de simples raisons commerciales, en 71, l'usine Porsche aligne des 914-6. 6 pour 6 cylindres. Une excellente voiture au demeurant, mais face aux berlinettes Alpine 1600, Waldegarde et Larousse devront cette fois se contenter des places d'honneur. 1971 marque la fin de l'engagement officiel de Porsche au Monte-Carlo, mais pas la fin de la carrière pour la vaillante 911. À de nombreuses reprises, les Porsche 911 animeront encore l'épreuve. En 78, le groupe Fiat, avec les 131 Abarth et les Lancia Stratos, fait office d'épouvantail. Il ne fait aucun doute que la victoire sera italienne. Mais ça, c'est sans compter sur l'incertitude du sport. Au volant d'une 911 Carrera 3 litres, préparée par les frères Almeras, Jean-Pierre Nicolas terrasse le géant Fiat et enlève la dernière victoire en date d'une Porsche au Monte-Carlo. 20 années durant, la marque de Stuttgart a animé l'épreuve. 13, c'est le nombre de victoires de Lancia dans le rallye Monte-Carlo. 13, un chiffre jamais égalé bien sûr.
L'aventure débute en 1954 avec une victoire historique, mais contestée, celle du monégasque Louis Chiron. Chiron qui devra attendre 10 mois avant l'officialisation de son succès. En effet, Hoel et Quinlin déposent une réclamation pour voiture non conforme, le nombre de places de la Lancia Aurelia B20 de Chiron ne correspondant pas au numéro de châssis inscrit à l'épreuve. La CM rejette cette démarche, l'affaire est portée devant les tribunaux et Chiron devra attendre 10 mois avant d'être officiellement déclaré vainqueur du rallye 1954. Dans les années 60, les clients fidèles de la marque peuvent disposer de pièces et de voitures badgées HF, ce qui signifie haute fidélité. Les Flavia s'illustrent aux montes, mais c'est avec l'apparition de la Fulvia que Lancia va sérieusement penser à la victoire. La Fulvia entra nella leggenda con centinaia di vittorie, di cui 56 assolute, un mondiale marche, 3 titoli europei, 5 titoli italiani. En 72, c'est la consécration pour la Fulvia avec Sandro Munari. Lancia a goûté à la victoire avec Fulvia, mais la marque vise encore plus haut avec une bête de course qui fait son apparition en 73. 75, 76 et 77, 3 victoires consécutives pour la Stratos à Monaco. In tutte le sue livree, verde all'Italia, rosso Marlboro, blu Chardonnay, vince, vince, vince à répétition. La 4e et dernière victoire de la Stratos date de 1979 avec Bernard Darniche à bord d'une Stratos privée préparée par l'équipe Chardonnay. La saga Lancia n'est pas terminée, loin de là même. En 83, après 2 saisons d'absence, l'équipe d'usine revient au Monte-Carlo avec la descendante de la Stratos, avec une bête de course, la 037 Rally. 310 chevaux pour 965 kg, mais toujours 2 roues motrices. Bien aidé par une météo clémente qui équilibre les forces face aux Audi Quattro intouchables sur la neige, les 037 de Rorl et Allen démontrent leur suprématie flagrante. Il signe un nouveau doublé pour Lancia, mais également la dernière victoire d'une voiture 2 roues motrices dans le rallye Monte-Carlo. Il y a du beau monde sur la place du Trocadéro à Paris pour le départ du rallye Monte-Carlo 1986. 1986, l'époque bénie des groupes B. Ces voitures surpuissantes, réputées inconduisibles, sont également les plus spectaculaires de toute l'histoire du rallye. Cette année-là, les usines sont présentes en force. Peugeot et Lancia bien sûr, mais également British Leyland avec la Metro 6R4, Citroën avec une BX Groupe B et bien évidemment Audi avec une ultime évolution de la monstrueuse Quattro. En 86, 2 hommes vont surclasser tous les autres. Timo Salonen sur la Peugeot 205 Turbo 16 et Henri Toivonen sur la Lancia Delta S4. On embarque dans la machine à remonter le temps. 24 janvier 1986, nous sommes dans les derniers kilomètres du rallye. Commentaire, Jean-François Jacob. Quant à Walter Rorl, pour lui tout est perdu, alors il s'amuse, il fait le spectacle. Quel spectacle, avec 500 chevaux sous les pieds. Vous voyez, cette neige, elle n'y était pas 1 heure avant. Quand les ouvreurs sont passés, elle a été jetée par les spectateurs. C'est malheureusement comme ça tous les ans. Regardez comment on reprend une voiture dans une neige qu'on appelle la soupe, qui n'a aucune adhérence, avec des pneus sans clous. On y repassait 12 heures plus tard de nuit. Et là, eh bien, si Salonen ouvre toujours la route, il n'est plus leader au classement général. Le leader, c'est lui.
qui arrivera derrière, alors que Salonen se bat. Il se bat très très fort parce qu'il n'a à ce moment-là que 45 secondes de retard. Il se bat tellement fort qu'il va sortir un peu large, sans mal. Mais je crois que là, il a compris. Il ne peut plus se relancer. Salonen descendra le Turini aussi vite qu'il le pourra, mais derrière, avec moins de clous, parce qu'il y a beaucoup de neige jetée, ils ont un peu de clous, avec moins de clous, Henri Toivonen qui passe ici moins vite, certes, mais qui a bien choisi, qui trouvera des parties sèches plus bas, favorables à ses pneus. Henri Toivonen va encore frapper un grand coup ici, il va prendre 17 secondes supplémentaires à Salonen et le rallye va basculer dans l'étape spéciale suivante. Salonen, vaincu, KO debout, baissera littéralement des bras et dans le col de la Couillole, eh bien Henri Toivonen prendra 2 minutes de plus à Salonen qu'on a vu passer tout à l'heure. Le rallye sera joué 4 spéciales avant la fin, tandis que Hannu Mikkola, toujours très souple, toujours très régulier, alignant toujours les 3e et 4e temps, eh bien assurera une 3e place à Audi, parce que Biasion, entre le jour et la nuit, Biasion est sorti. Il est sorti sur le routier après avoir mis des pneus neufs. Il a détruit la voiture. Pauvre Biasion. Mais quelle belle course de Biasion. Révélation avec Sabi de ce 54e Monte-Carlo. Ils seront moins de la moitié à rallier le port. Et le champagne, Henri Toivonen là-bas au fond, Sergio Cresto fume, comme ces voitures qui, elles, ont vu d'un peu trop près la montagne. C'est ça aussi, Monte-Carlo. 20 ans après son père Pauli, Henri Toivonen remporte le Monte-Carlo. Le petit prince du rallye se tuera la même année au Tour de Corse. Ce tragique accident provoquera l'interdiction des groupes B. Avec la disparition du groupe B, c'est le visage du championnat du monde des rallyes qui change en 87. Place aux voitures à moteur turbo 2 litres de cylindrée développant à peine 240 chevaux. Lancia négocie parfaitement le virage avec l'apparition de la Delta HF. Une voiture redoutable qui va remporter toutes les éditions du Monte-Carlo entre 87 et 90 avec successivement Miki Biasion, Bruno Sabi et Didier Auriol aux commandes. En 89, Lancia signe même un retentissant triplé avec les intégrales. L'ultime victoire de Lancia au Monte-Carlo, c'est 92. 1992 est également la dernière participation officielle du groupe Fiat au Monte-Carlo. Dans l'Alouvesque, Auriol impérial remet les pendules à l'heure. Ainsi qu'il le fera durant tout ce rallye, il donne l'impression de dominer son sujet au point de pouvoir s'opposer avec succès à n'importe quelle offensive. Et de 13, le compte est bon. Lancia est la marque automobile du rallye Monte-Carlo. Ici, photographes, ils sont très nombreux. Et on est parti. Voilà pour la victoire. La deuxième. Avec toute l'équipe Lancia Martini. Pour les Français, s'il fallait choisir une voiture pour évoquer le Monte-Carlo, ce serait sans aucun doute la berlinette alpine. Get out the jalopy and polish the wheels. She's gotta be the... 1971, 6 voitures d'usine, des 1600S, sont confiées à des as du volant. L'équipe de Jacques Ferret a l'intention de signer une perf. Les Alpines partent de Marrakech, histoire d'éviter la neige, et c'est bien vu. Très vite, Ove Anderson se hisse en tête, suivi de près par ses équipiers Terrier et Andruet. Les Alpines dominent leur sujet, les adversaires ne peuvent que constater la supériorité des Bleus et de leurs pilotes. Au départ de la nuit du Turini, les Alpines occupent les 3 premières places. Dans l'équipe française, on est confiant et la nuit va se dérouler sans accroc. Ove Anderson offre la première victoire aux Berlinettes dans le Monte-Carlo devant Terrier. Et le plus fou, c'est la 3e place ex-aequo de Andruet et Valdegarde sur une Porsche, au terme de 17 spéciales et de 443 km contre le chrono. So it was 8:30 in the morning before the Principality woke up to the winners' cavalcade. So it was Renault first, second, and a tie for third place with Valdegarde in the Porsche.
the first French win in the Monte since Citroën's headlight row with the Minis in 1966. And since tyres were so crucial in this Monte of snow and ice, it's only fair to add that Dunlop and Michelin between them shod the winning car. French champagne for the Swede and the Englishman who gave them the victory. Hervé Anderson, 32-year-old ex-garage mechanic, and Bournemouth hotel owner David Stone. A bath at breakfast time in a bottle of bubbly. En 73, l'Alpine s'impose à nouveau avec Andruet et Biche. Cette année-là, les berlinettes signent un nouveau triplé. La berlinette A110 entre dans l'histoire du Monte-Carlo. Le véritable Monte-Carlo, au sens où on l'entend actuellement, naît en 1955. Le rallye de Monte-Carlo proposait aux concurrents une formule nettement plus sportive que précédemment. Toujours 8 points de départ et 3000 km de route, mais 3 épreuves annexes, dont un circuit de montagne de 300 km. Presque toutes les marques sont représentées. Pour nous qui allons le faire pour vous, nous avions choisi Salmson, la fameuse voiture de sport française. Branchée sur le moteur de l'Auto 300, Jean-Paul Collat, l'un des membres de l'équipage, l'autre Michel Canello, et derrière ses caméras. Et maintenant nous avons fait connaissance, vous, la voiture et nous vous épargnons des préparatifs toujours longs. Nous avions choisi comme point de départ Oslo, Bonsoir Paris, Cap au Nord, Bonjour Oslo. La neige qui recouvre la ville ne gêne pas son activité. Nous n'y avons fait, nous le regrettons, qu'un séjour trop rapide et nous ne vous ramenons que quelques cartes postales. Plus que toute autre chose, nous avons épouvantablement froid. Il fait moins 38 dehors. Et aucun chauffage n'est prévu pour une telle température. La bouteille d'eau minérale que nous avons emmenée a éclaté. Il reste heureusement le Flash NC. Mais au train où nous allons, lui ne tiendra pas jusqu'à la frontière suédoise. Et nous arrivons au transbordement de Corsair. Près de 2 heures de traversée sur un gros bateau confortable, l'occasion d'un moment de détente et d'un repas chaud. Mais à nouveau sur la terre ferme, roulant vers l'Allemagne tout de suite, c'est encore le mauvais temps. Et c'est la descente du col Bayard sur Gap, toujours rapide et dangereuse. Nous n'avons pas de temps à perdre, aussi nous forçons l'allure. La route est glacée. Quand il y a un peu de neige dessus, on tient, sinon on glisse. Et chaque virage, et Dieu sait s'il y en a, doit être négocié avec précaution. Du reste, de multiples concurrents sont allés au fossé. Le 103. Mais c'en est fini des difficultés de la montagne, quelques kilomètres et c'est la moyenne corniche par laquelle nous accédons après un ultime contrôle à Monte-Carlo. Nous venons de vivre, comme à l'époque, le parcours de concentration. 3 jours et 3 nuits, c'était déjà une véritable aventure. Mais c'est au terme de cette concentration que la partie sportive du rallye débute. Dans la soirée, nous apprendrons, avant de prendre un repos bien mérité, que nous sommes 37e au classement provisoire et donc qualifiés pour le circuit de montagne du surlendemain. Au tiers du parcours, un virage comme un autre, la voiture décroche et c'est l'accident.
Heureusement, après avoir défoncé les murettes de protection, nous avons cassé net un poteau télégraphique qui nous a empêchés de faire un saut de 40 mètres dans le Var qui coule tout en bas. Béni soient les PTT, nous avons eu chaud. Continuons néanmoins à suivre l'épreuve. Coton sur Salmson spécial carrossé par Pichon Para et équipé d'amortisseurs Rax Triblock fait une magnifique performance. Malheureusement, il s'est précédemment trompé de parcours et ne pourra combler tout son retard. Au fur et à mesure que l'on approche de Monte-Carlo, les voitures accidentées deviennent plus nombreuses. Reste l'épreuve de vitesse qui va se disputer par groupe de 10 voitures. Ce rallye de 55 se termine par une épreuve sur le circuit de Formule 1 dans la Principauté, 5 puis 10 tours à boucler en peloton. Admirez au passage la tenue de route de cette Mercedes, la 220 de série. Et c'est l'arrivée. Le 25e rallye de Monte-Carlo est fini. Le lendemain, le soleil brille de tous ses feux pour la remise des prix. Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain, félicite l'équipe vainqueur, les Maling et Fadoum, sur Sunbeam Talbot, et va leur remettre la coupe qui concrétise leur victoire. À partir de cette édition 55, l'épreuve devient un véritable rendez-vous sportif. Un peu plus tard, les usines vont commencer à s'intéresser sérieusement au rallye. Plusieurs dates importantes jalonnent l'histoire du Monte-Carlo, comme par exemple 1966, mais cette fois, c'est une affaire plutôt anti-sportive qui va défrayer la chronique. Les Mini Cooper dominent l'épreuve, mais coup de théâtre à l'arrivée sur le port de Monaco, les BMC et les Ford sont déclassés. Timo Mäkinen ne sera que le vainqueur moral de cette édition 66. In Monte Carlo itself, even the weather turned sour. Rumour and counter-rumour swept the town as the scrutineers embarked upon what could only be described as a campaign to find fault. The triumph of Roy Fiddler and Alan Taylor was not involved. Despite the misfortune of time lost on the Chambéry stage, they had climbed to a very creditable 14th place in the general classification. And when finally this was published, the awful truth dawned. The three leading Mini Coopers, Clark's Ford in 4th place, and the Hillman Imp of Rosemary Smith and Val Domleo, best performer amongst the ladies, were, with other competitors including myself, disqualified. The dipping systems employed for the quartz iodine headlamp bulbs, it was argued, were inadmissible within the regulations. But one basic question remains. Why, since the lighting systems were checked at their first arrival in Monte Carlo, did it take so long for this decision to be reached? Prince Rainier and Princess Grace were conspicuously absent from the sorry affair of the prize-giving. To the gallant Toivonen it was, as he himself said, a hollow victory, for he had driven superbly and played no part whatsoever in this sordid argument. René Troutman, too, would not by choice have won second place in this way for his Flavia, and with Lanciers in second, third and fifth places, the Citroëns had to be content with first and fourth. « 24 janvier 81, sur la plus belle place du monde, départ du plus célèbre rallye du monde, le Monte-Carlo. Les plus grandes marques européennes sont engagées. Les R5 Turbo de Ragnotti et Sabi, évidemment, la 911 de Terrier ou encore la Talbot Lotus de Guy Fréclin associée à Jean Todt. Mais l'épouvantail de cette édition 81, c'est la fameuse Audi Quattro. Première voiture de rallye 4 roues motrices,
Sur la neige en début de course, elle se révèle intraitable. Pas de doute, l'Audi Quattro avait fait sensation et dominé le premier acte. Seule 4 roues motrices, elle était aussi la plus puissante du lot avec 320 chevaux. Les Renault 5 Turbo sont plus légères, mais leur moteur de plus petite cylindrée, 1,4 litre contre 2,2 litres, concédait une 60aine de chevaux. Mais le rêve de Mikola va très vite s'achever. Avouant qu'il a en quelque sorte perdu les pédales, Mikola expliquera que son pied a glissé lorsqu'il a voulu freiner. En tout cas, l'Audi a souffert. Train avant démoli, direction Fossé, Mikola pourra repartir, mais ses espoirs de victoire sont anéantis. Désormais, la lutte va donc se circonscrire entre les Renault 5 Turbo et la Porsche que Terrier conduit avec un brio éblouissant. Jean-Luc est en état de grâce et il va réussir petit à petit à creuser un écart de 3 minutes sur Ragnotti. La suite se résume à un mano à mano entre les deux Français, et ce, jusqu'au Turini. Hélas, le duel attendu va tourner court. Alors que la route est sèche dans la descente du Turini, une bande d'énergumènes a répandu de la neige à la sortie d'un virage et piégé le pauvre Jean-Luc. La Porsche est éliminée, mais Ragnotti va trouver en Fréquelin un challenger bien décidé à tenter sa chance à fond. Alors, si tu as un endroit où tu as intérêt à assurer, c'est la montée. Hein. Fais pas de conneries là, après, tu n'as plus de neige, quand même. Si tu risques de faire une petite erreur, c'est sur la neige. Oui, c'est tout bon maintenant. Ragnotti, Andrier ont la victoire en main. Ils ne la laisseront pas échapper. « 30 janvier, après toute une semaine de bataille, l'heure de la triomphale descente vers Monaco est arrivée. C'est aussi, c'est déjà, l'heure de la consécration internationale pour la Renault 5 Turbo, victorieuse dès son coup d'essai. 39e rallye automobile, Monte-Carlo. « 1985 est une année qui a marqué le Monte-Carlo. Ce fut la seule victoire en terre monégasque d'une voiture mythique, la 205 Turbo 16. À force de bon sens, à force d'imagination, la montagne Turini accouche d'une petite souris appelée 205 Turbo 16. Jean Todt lui a préparé un programme sans vacances, il l'a mise dans les mains d'Harry Vatanen. Et la petite souris Peugeot croque tout ce qui ressemble à un gros chat. 85, en fait, la souris 205 s'est fait une tête de lionne. « 1991, année noire pour François Delecourt. Depuis le départ, il livre une lutte sans merci au champion du monde, Carlos Sainz. Le déchaînement complet. François Delecourt ici au passage avec un... C'est le meilleur pilote du monde, je fais ce que je peux. Il fait ce qu'il peut, François Delecourt, et ça marche. Dans chacune des spéciales, le pilote de la Ford Sierra Cosworth accroît son avance face au pilote espagnol. En osmose parfaite avec sa voiture, le jeune Delecourt se forge un petit avantage qui culmine à 41 secondes. Au moment d'aborder l'ultime spéciale du rallye, Delecourt a course gagnée face à Sainz.
Et c'est donc dans ce stade de lumière du Turini que cette foule énorme, enflammée pour son champion, va redécouvrir tout d'un coup l'ingrate incertitude du sport mécanique. Côté gauche, j'ai doublé, roulait le côté gauche, peut-être qu'il a la roue arrachée, je sais pas. En tout cas, il descendait, et la roue était crevée et ça commençait à brûler dessous. Alors, les spectateurs mettent de la neige de partout, c'est dingue. Est-ce que c'est à cause des spectateurs? Je sais pas. Ah, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Dans la dernière, c'est trop dur. Il n'arrive pas là où il n'est pas arrivé. J'ai pas tapé, j'ai perdu une roue. Une roue. Oh putain, j'ai pas tapé. J'ai pas tapé. François, t'as bien roulé. Ça fait rien, François. Ça fait rien. Ça fait rien, François. T'es le mais c'est bon! Ça fait rouler, François! Ça fait rouler, la roue! C'est pas grave, François! François, c'est pas grave, François! C'est pas grave, François! C'est super! C'est pas grave, François! C'est super, François! La roue est arrachée! C'est mieux encore! T'as fait, François! T'es le meilleur, François! Allez! Mais la roue, c'est dans la montée, regarde! Tu vois bien! Regarde, le triangle, il est par terre! Absolument rien! Je roulais même pas à 50%, je roulais tout doucement! Sainz remporte son premier Monte-Carlo. Delecourt devra attendre 94 pour connaître la consécration sur les pentes du Turini. En 97, l'ACM décide de renouer avec une tradition des années 50. Une spéciale est tracée sur le circuit de Formule 1. Bien sûr, pas la totalité du tracé, juste un petit circuit de quelques centaines de mètres. L'initiative ne sera plus renouvelée par la suite. Tout à côté, l'abandon, catastrophe. Aucune des 3 Peugeot 206 ne pourra prendre le départ. Frigorifié, figé. Dans cette injustice d'un petit matin noir, toute la détresse de Gilles Panizzi, toute l'amertume de se sentir trahi, le cauchemar éveillé. Allô? Mario, ça n'a pas démarré. Écoute-moi. La Peugeot 206 est maudite au Monte-Carlo. Panizzi était en embuscade, 3e en 2000, lorsque sa voiture refuse tout service. Un an plus tard, les pilotes Peugeot revanchards ne passeront pas le cap de la première étape. Gronholm est tout d'abord trahi par sa mécanique, puis Panizzi est victime de sa fougue. Enfin, Didier Auriol, qui débute au volant de la Lionne, commet lui aussi l'irréparable. La 206 ne gagnera jamais le Monte-Carlo, cruel échec pour cette extraordinaire machine à engranger les victoires. Burzet. Le nom de ce village ardéchois évoque bien entendu le rallye Monte-Carlo. En 98, alors que le territoire sur lequel évoluent les concurrents ne cesse de se réduire comme une peau de chagrin, les habitants de Burzet
témoignait de l'intérêt de toute une population pour cette épreuve qui bientôt allait définitivement quitter l'Ardèche. C'est une période où il y a très peu de choses sur Burzet, sur la région, et c'est des retombées économiques très importantes. 3000 et quelques nuitées sur Valence. Quand nous avions le rallye de Monte-Carlo qui faisait étape à Aubenas, c'était 3000 nuitées sur Aubenas. Nous regrettons infiniment que cette époque soit révolue. Nous aurions souhaité que ça dure un peu plus longtemps sur Aubenas. Mais le rallye sur Burzet est quelque chose encore de très important. Du jour au lendemain, le rallye fait exploser le village. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où on avait 15 000 personnes qui envahissaient le circuit du rallye. Ces temps-ci, nous en avons un tout petit peu moins. Du fait qu'il y a 6 spéciales sur l'Ardèche, donc les spectateurs se répartissent sur les 6 spéciales. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un impact énorme sur la vie du village et que demain, le village vit une fête. Tout le monde est mobilisé, tout le monde. Que ce soit les enfants, les parents, tout le monde. L'école, elle est fermée l'après-midi pour le rallye. On a tout ici. Les commerçants, ils travaillent un mois avant le rallye, il y a tout pour Burzet. C'est un avantage pour le pays. Si on nous enlève Burzet, on n'a plus rien. Ici, à Burzet, un enfant, il faisait l'hélico avant de faire du vélo, grâce à monsieur le maire. Voici un autre lieu de passage incontournable pour le rallye, Entraigues. Là, c'est toute une famille qui attendait les concurrents avec un peu de réconfort, un verre d'eau et une tarte au pain. C'est une grande joie pour moi. Terrier. C'est Terrier, ça. Terrier, ça. Allez, je rejoins, là-bas. Tout à fait au début qu'on a ouvert, j'ai descendu avec mon panier à Vals-les-Bains. Je descendais mon panier, donc pour Jean-Pierre Nicolas, pour André, bien entendu, mon favori. Et c'est toujours mon favori. Je l'ai dans le cœur depuis toujours parce que dès qu'il est arrivé à Entraigues, sont arrivés que j'ai une Gordini, la R8 Gordini. Et il n'avait pas de chambre, j'ai prêté ma chambre, je suis allée coucher chez la voisine pour ces messieurs et c'est parti de là. C'est après ça qu'on a commencé à donner les tartes. Je descendais avec le panier, des tartes, du chocolat, mon bouquet de fleurs. Et on a continué comme ça. Après mon père a dit si on le faisait devant la porte et c'est ce qu'on a fait. Élevé dans un tel environnement, il était évident que Yves Jouhany, le fils d'Albert, serait piqué par le virus du rallye. À plusieurs reprises, il a participé au Monte-Carlo en tant que pilote amateur avant de reprendre l'auberge à la suite du décès de son papa. Aujourd'hui, même si le rallye ne passe plus en Ardèche, le restaurant La Remise reste un haut lieu du sport automobile. D'ailleurs, les concurrents du rallye historique reçoivent chaque année une tarte lors de leur arrivée dans le village. La tradition à la dent dure. L'essence même du rallye, c'est la course contre la montre. Aux origines, bien sûr, les moyens de communication ne permettaient pas de départager à la minute des concurrents partis des 4 coins de l'Europe.
Entre la montre à gousset de nos ancêtres du début du siècle dernier et le positionnement global par satellite, le GPS, il y a un monde. Voici la petite histoire du chronométrage au rallye Monte-Carlo. Pour la première fois, Longines, marque mondialement connue, a résolu l'un des plus importants problèmes posés par la technique des rallyes, grâce aux appareils timbreurs Printogine. Ces instruments, fonctionnant en synchronisme avec une horloge de rallye, indiquant le temps officiel de la course, permettent aux concurrents de timbrer sans erreur possible sa fiche de passage. Enfin, chose importante, des contrôles secrets sont prévus en divers points du parcours pour éviter que l'on prenne de l'avance. Le contrôle de départ au bord de la route nationale 202 qui descend la vallée du Var vers Nice. Chaque voiture reçoit sa fiche de contrôle horaire et fonce vers le sommet. Au contrôle d'arrivée, procédure inverse. Une seconde fiche indique le temps d'arrivée. Une soustraction et on obtient le résultat. À la base, 200 ou 250 commissaires qui suivent des écoles spéciales et qui sont donc des gens qui connaissent parfaitement le rallye. Ils sont eux-mêmes équipés par une cinquantaine de postes radio qui permettent à travers 5 ou 6 relais automatiques d'avoir en direct, si vous voulez, une ligne imaginaire qui peut aller de Lyon à Monaco dans des conditions que peut-être même les postes et télégraphes ne connaîtraient pas. Ensuite, pour exploiter ces résultats qui viennent par radio, tout un système d'ordinateurs extrêmement sophistiqué, services qui nous sont gracieusement prêtés par IBM, la division de recherche de la GOD, qui permettent, si vous voulez, par l'étude de programmes très complexes, de pouvoir assurer, un peu comme un Grand Prix, un rallye en direct, c'est-à-dire à quelques moments que ce soit, de pouvoir savoir quel est le vainqueur par nationalité, groupe, classe, j'allais presque dire l'âge du capitaine. Donc c'est très, très compliqué, en fait. Et le tout n'est possible que grâce au concours de gens qui sont des spécialistes et qui sont des bénévoles en fait, et qui ont une compétence multidisciplinaire qui permet en fait de faire à travers un rallye un décor que les gens ne perçoivent pas mais qui est tout à fait intéressant sur le plan technique, pour autant que l'on soit intéressé bien sûr par le plan technique. Et si vous voulez, je crois que nous sommes la seule organisation, et en cela elle est intéressante, à avoir essayé d'informatiser, de mécaniser en définitive pour pallier à l'erreur humaine, à la fatigue, parce que 6 jours c'est très long, tous les mécanismes, tout ce que l'on peut penser comme situation probable à travers donc une boucle de 2000 km à 200 minutes d'intervalle avec des conditions atmosphériques qui varient bien entendu jour, nuit, tournade et évidemment aussi, il ne faut pas le cacher, les petits incidents, sinon les accidents qui peuvent s'ensuivre. 1989, grande avancée. La télévision innove avec une spéciale retransmise en direct. Les temps de chaque concurrent sont évidemment proposés aux téléspectateurs avec écart et chrono de référence. L'ultime avancée, c'est le GPS. Chaque voiture est aujourd'hui équipée d'un mouchard et des satellites permettent de recréer ce genre d'image de synthèse. Le GPS permet également de proposer aux teams et aux internautes des résultats en temps réel lors de chacune des spéciales. Le Turini, un nom à consonance italienne, nous sommes à 2 pas de la frontière et fin janvier, les tifosi envahissent les routes. La parole est d'ailleurs aux Italiens. Excusez-moi, pour le Turini. La strada per il Turini è giusta. Martedì 28 gennaio, pomeriggio. L'ultima notte del rally è imminente. I cartelli ci confermano la direzione per il Colle della Leggenda. A Moulinet c'è animazione. Le assistenze della Martini Racing sono già sul posto. Con scrupolo e collaudato metodo predispongono il materiale che servirà per la sfida notturna sul Turini. L'atmosfera del mitico colle, già affollato di tifosi lungo i tornanti, con incredibile anticipo, è magica. Noi da stamattina alle 11 che siamo qua. Beh, siamo arrivati ieri sera. Ieri sera, 24 ore prima? Sì, abbiamo dormito qua. In cima al colle, 4 ore prima del passaggio delle auto, c'è già il tutto esaurito delle grandi occasioni. Allegria, folklore. Da dove arrivate? Da Boves, provincia di Cuneo, qui dall'altra parte da Limone Piemonte giù.
Abbiamo un po' di sacchi a pelo, roba da mangiare, vino, un po' di tutto via per fare una bella festa tutti assieme sperando nella lancia. Ormai siamo lì a 3 secondi, quindi non ci scappa neanche quest'anno. Sono anni che veniamo su qui. Stanotte siamo qui a patire il freddo, ma siamo sportivi e dobbiamo starci. Stanotte abbiamo portato dietro della legna, un bidone per fare del fuoco, poi dei faretti per fare della luce, tanta salsiccia e tanto divertimento. Ci si ritrova tra tifoserie francesi, italiane e spagnole gemellate dal clima dell'avventura. Bottiglie di vino niente, perché noi non beviamo, per far festa non bisogna essere ubriachi, altrimenti poi non capiamo più niente, rischiamo di tifare Toyota. Il colle è ormai saturo, targhe di ogni provenienza, camper confortevoli, tante presenze da esibire e patatine, salsicce e spiedini a volontà. Il freddo aumenta, cala la sera, il grande momento si avvicina. Si piazzano le transenne per arginare gli entusiasmi, la sfida del turinista per cominciare. In attesa del passaggio successivo, la festa continua. Il termometro scende, ma il calore di questa folla di appassionati è formidabile. Avete idea di quanti gradi ci sono qua adesso? No, sono pochi. Saranno 7-8? 7-8 sotto zero. Andiamo bene, muore dal freddo. Porca miseria. Per la lancia questo è alto. Questa è la magia del Turini, il colle della leggenda, e il risultato tecnico-sportivo non intacca né muta gioia e simpatia dei tifosi. Arrivé au terme du rallye Monte-Carlo, un exploit qui de tout temps a fait rêver de nombreux pilotes et copilotes. Il y eut d'abord les aventuriers du début, ces hommes qui partaient de contrées éloignées, à peine connues des Azuréens pour rallier Monaco. Le journaliste André Nagel est sans doute le plus méritant de tous. Parti de Petrograd, Saint-Pétersbourg si vous préférez, à bord d'une russo-baltique, il parcourt les 3257 km jusqu'à Monaco à du 16,7 km/h de moyenne. Il envoie un message d'Estonie dans lequel il précise « J'arriverai si les loups ne nous mangent pas et si nous ne gelons pas tout vif ». Avec son mécanicien Mikhailov, ils arrivent les premiers à Monaco mais seront classés 9e, leur voiture étant jugée trop peu élégante. Il y eut ensuite les téméraires de l'entre-deux-guerres. Certes, les voitures automobiles avaient progressé, mais elles restaient tout de même capricieuses à conduire sur des routes qui n'en avaient que le nom. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à s'attaquer au Monte-Carlo avec toutes sortes de véhicules aux noms aujourd'hui disparus. Conduite intérieure Bignan, FN, De Dion-Bouton, Pan-Arles-Vassor et bien d'autres. Les canons interrompent le rallye en 1939. Les équipages qui repartent des 4 coins de l'Europe dans le rallye 49, la première édition de l'après-guerre, sont à présent mieux équipés. Les Trévoux, Bécard et autres Allard relancent l'intérêt du doyen des rallyes automobiles. Durant les 50s, on commence à parler de véritables courses, même si le règlement n'est pas encore stable, mais également, chose inévitable, d'accidents.
En 1956, par exemple, le rallye fut particulièrement intéressant pour les carrossiers. But dented or not dented, any car which can finish the Monte Carlo Rally is a car well designed, well made, well driven and well navigated. C'est vers le milieu des années 50 et au début des années 60 que les pilotes professionnels font leur apparition en même temps que les engagements des usines. À cette époque, le premier exploit était d'arriver au terme du parcours de concentration. Et il y en a un qui peut-être plus que tous les autres a marqué cette époque, c'est Erik Karlsson. Victorieux à 2 reprises en 62 et 63, il doit également sa renommée à celle qui deviendra son épouse en 64, mais également une célèbre pilote de rallye, Pat Moss, la sœur du grand Stirling. First to receive his well-deserved rewards was Erik Karlsson, the overall winner of the 1963 Monte Carlo Rally. Winner also in 1962, Karlsson is the first man in 20 years to win the Monte Carlo 2 years in a row. He and his co-driver, Gunnar Palm, had every right to feel proud of what they've done. Pat Moss décroche à 8 reprises la Coupe des Dames. Ce prix réservé au beau sexe est également l'une des particularités de l'épreuve et aucune dame jusqu'à nos jours n'a égalé Pat Moss au palmarès. Elle a gagné la coupe sur Mini Cooper, Saab et Berlinette Alpine. En 65, Pat Moss sur une Saab termine même sur la 3e marche du podium. Pat Moss Karlsson reçoit comme d'habitude de nombreux hommages. Mais où est son mari, le champion Erik? Aucune femme, pas même Michèle Mouton, la plus célèbre des rallywoman de l'histoire, n'égalera le record de Pat Moss. Victorieuse à 4 reprises de la Coupe des Dames, Michèle Mouton ne parviendra pas à se hisser sur le podium du Monte-Carlo. Gauche 75, 4 vellons, plus 175 Ford, 85 longs. Après cet interlude féminin, nous voici en 72. Cette année-là, un pilote emblématique à la forte personnalité gagne au volant d'une Lancia Fulvia HF. Il s'agit bien sûr de Sandro Munari. Munari, un miraculé du Monte-Carlo, puisqu'en 68, il fut victime d'un terrible accident lors du parcours de concentration. Proprio il Monte Carlo del 68, ovviamente con la Fulvia, ero in coppia con Luciano Lombardini ed eravamo partiti da Atene quell'anno, tutta la squadra Lancia era partita da Atene e quando siamo arrivati a Skopje abbiamo avuto un incidente stradale perché la gara non era ancora partita. In quel momento guidava Luciano perché durante tutta la notte nell'attraversamento delle montagne, dei Balcani, io avevo guidato sempre io perché nevicava, era un tempo, mi ricordo ancora adesso, tremendo e quindi con le luci dell'alba ha cominciato a guidare lui e subito dopo Skopje abbiamo avuto questo incidente, abbiamo avuto una macchina, si è venuta addosso, io non mi ricordo niente perché mi ero addormentato e mi sono svegliato all'ospedale, non so, dopo qualche tempo e lui purtroppo è morto, quindi questa cosa qui è qualche cosa che mi addolora sempre. Le nom et l'image de Munari sont surtout associés à la fabuleuse Lancia Stratos. Entre 75 et 77, Sandro impose la belle au Monte-Carlo. Destra media 30, tornante sinistra. Sinistra media. Et si Munari est entré dans la légende, c'est grâce à cette machine et au rallye Monte-Carlo. 4 victoires en principauté, il est le premier à établir ce record. En revanche, Munari ne rencontrera pas un tel succès dans les autres épreuves. En tout et pour tout, il gagnera 4 autres rallyes mondiaux. D'aucuns le classent comme le plus grand et le plus talentueux des pilotes de l'histoire du rallye. Grand, Walter Röhrl l'est par la taille, talentueux, c'est une évidence. Rien qu'en lisant son palmarès au Monte-Carlo, tout est dit. 4 victoires sur 4 voitures différentes, il n'y a pas grand-chose à ajouter. 1980, premier succès sur une Fiat 131 Abarth au terme d'un duel d'anthologie face à Bernard Darniche au volant d'une Lancia Stratos.
1982, Walter Röhrl remet ça. Cette fois, l'Allemand pilote une Allemande, une Opel Ascona 400. Nella suggestiva e classica ambientazione del Casino si avvia l'ultima frazione del rally di Monte Carlo. Luci, sorrisi ed allegria nascondono l'inevitabile tensione. Tutti pensano che sull'altrettanto classica e suggestiva ambientazione del Colle di Turini, Mikkola e l'Audi 4 lanceranno l'attacco decisivo alla Opel Ascona di Röhrl. Ma il turbocompressore dell'Audi fa i capricci limitando le possibilità di Mikkola. En 1983, Röhrl est à présent pilote d'usine pour Lancia. Au Monte Carlo, il découvre la belle 037. Les choses étaient déjà nettes au terme du parcours commun, pour ne pas dire que les jeux étaient faits. Le terrain convenait à la perfection au Lancia et comme tous les terrains conviennent à Walter Röhrl, il est bien normal que le champion du monde s'installa très largement devant tous les autres. 3 minutes 20 devant Allen. 8 minutes 22 devant Stig Blomqvist. En fait, Walter Röhrl, comme il nous l'a déjà montré par le passé, va contrôler la course de bout en bout, agir lorsqu'il le faut, frapper très fort et ne laisser aux autres que quelques illusions. Röhrl éclabousse l'épreuve de sa classe et l'histoire d'amour entre le double champion du monde et le Monte Carlo ne s'arrête pas ici. En 84, Walter Röhrl rejoint Audi et offre à la Quattro son unique victoire dans la classique hivernale. Cette victoire est sans doute la plus belle de toutes pour l'Allemand. Transfuge de chez Lancia, de la 037 avec un moteur central arrière et 2 roues motrices, il découvre la Quattro, une 4x4 avec moteur avant. Bref, il doit tout réapprendre au niveau du pilotage. En 2 spéciales seulement, l'Allemand se hisse au niveau de ses équipiers Stig Blomqvist et Hannu Mikkola, spécialistes de la Quattro s'il en est. Sur un parcours fortement enneigé, Walter Röhrl ajoute une 4e victoire à son palmarès au Monte Carlo. Audi signe un impressionnant triplé, mais pas vraiment dans l'ordre qu'imaginaient les observateurs. Walter Röhrl est sans aucun doute le plus grand spécialiste du rallye Monte Carlo. Personne à ce jour ne possède une aussi belle carte de visite que la sienne dans cette épreuve. Dans les années 90, 2 pilotes vont marquer de leur empreinte le rallye Monte Carlo, Didier Auriol et Carlos Sainz. Le premier affrontement date de 1990. Sainz pilotait alors pour Toyota, Auriol pour Lancia. Durant toute l'épreuve, le Français et l'Espagnol s'échangent la première place. Au terme d'un ultime mano à mano dans Turini, c'est Didier Auriol qui se présente en vainqueur à Monaco avec une Lancia Delta HF sans la moindre griffe. Deux ans plus tard, Didier domine son sujet, de bout en bout. En pleine possession de ses moyens, le pilote lancien ne laisse que des miettes du festin à ses adversaires pour empocher une 2e victoire en terre monégasque. Enfin, en 93, il découvre la Toyota Celica au Monte Carlo et réussit une remontée époustouflante. 2e au départ de la dernière étape, le Milavois enchaîne les temps scratch. Il attaque comme jamais pour déloger François Delecourt de la première place. Didier Auriol est un spécialiste incontesté et incontestable du rallye Monte Carlo. Delecourt qui perd le Monte Carlo 91, nous en avons déjà parlé, certes. Mais revenons un instant sur Carlos Sainz qui empoche la victoire.
Lors de cette 59e édition du Monde, Sainz offre à Toyota sa première victoire dans l'épreuve, une victoire historique à plus d'un titre, car c'est également la première fois qu'une voiture japonaise s'impose dans l'épreuve. Sainz enlèvera 2 autres victoires à Monaco en 95 sur une Subaru Impreza lorsqu'il remporte un nouveau duel face à François Delecourt, retardé cette fois par une casse d'amortisseur. Puis enfin en 98, pour son retour au sein du team Toyota, Carlos offre à la Corolla sa première victoire dès sa première sortie officielle. Ce sera également le dernier succès en principauté pour le roi Carlos. La performance d'un sportif prend toute sa dimension lorsqu'elle est obtenue à la suite d'un véritable affrontement. C'est exactement ce qui s'est produit en 99 lors de la première victoire de Tommi Mäkinen à Monaco. Cette année-là, avant le départ, il est difficile, voire impossible de faire un pronostic. Très vite pourtant, une grande partie des gros bras va se retrouver hors jeu. Allez, Sainz. Gauche, attention, droite 5, attention, bite, verglas. Attention, gauche 5, attention. Je te l'ai dit, Didier. Ah non, trop tard, Denis, tu m'as lu. Merde, tiens, tu m'as trop tard, Denis. Quand tu me l'annonces. Slow key right, long ice maybe. Key left plus long and tight. Slow key right, long ice maybe. 20. La première étape de ce rallye 99 est une véritable hécatombe. Sainz, Auriol, Louax, Burns et Macrae sont dans les choux et 2 pilotes, Tommi Mäkinen et Gilles Panizzi, vont se battre comme des chiffonniers aux avant-postes jusqu'au matin de la dernière journée. Panizzi, c'est cartonné fort. Oh putain. Dans du vite. Les murs et tout, paf, il a arraché les roues. Panizzi out, Mäkinen termine au petit trot, le déjà triple champion du monde ouvre son palmarès au Monte Carlo. Mäkinen récidive en 2000, une course sans histoire dans laquelle ses adversaires s'éliminent 1 à 1, alors que Tommi ne commet pas d'erreur. Un an plus tard, les 3 pilotes des Peugeot 206, Gronholm, Auriol et Panizzi, se prennent les pieds dans le tapis dès les premiers kilomètres de course. Tommi Mäkinen, toujours sur Mitsubishi, livre alors un duel sans merci à Colin McRae durant les 2 premières étapes. Le dimanche dans Turini, une panne d'accélérateur élimine l'Écossais de la course à la victoire. And 4 left and right, don't cut in 4 left minus into 4 right minus line, don't cut. Anche Colin McRae a controllare, attenzione perché invece chi va senza problemi è Tommi Mäkinen, potrebbero esserci grosse sorprese. Tommi Mäkinen a bordo, arriva sul punto dove c'è ferma la Ford Focus di McRae, problemoni, sempre fermo
e Tommi Mäkinen guarda il suo rivale, il leader provvisorio, lo supera, lo lascia, si spianano le cose, la strada è aperta per Tommi Mäkinen verso la terza vittoria consecutiva al Monte Carlo. Son ultime victoire au Monte-Carlo, Mäkinen, qui pilote alors pour Subaru, la doit uniquement à la malchance de Loeb, ou plutôt au manque d'expérience de Citroën qui débarque en WRC. Alors qu'il domine l'épreuve depuis le départ, le Français se voit infliger une pénalité pour changement de pneus dans une zone interdite. Tommi Mäkinen hérite de la victoire sur tapis vert et entre dans la légende. Il est le seul à avoir remporté 4 fois d'affilée le Monte-Carlo. Sébastien Loeb, le vainqueur moral de l'édition 2002, est toutefois sur orbite. Le nouveau prodige du rallye va très vite se révéler être un spécialiste du Monte-Carlo. Il enfile les victoires comme des perles. Entre 2003 et 2005, personne n'est en mesure de se hisser à son niveau dans cette épreuve si spécifique. Pour droite 90 et droite. Aux côtés de Sébastien Loeb, lors de ses victoires au Monte-Carlo, un monégasque, Daniel Elena. Fidèle copilote, Daniel est un artisan à part entière des victoires du pilote Citroën, mais il n'est pas le seul monégasque à avoir remporté l'épreuve, puisque Louis Chiron s'était imposé en 1954 au volant d'une Lancia Aurelia. Sébastien Loeb et Daniel Elena sont pourtant partis pour battre tous les records à Monte-Carlo. L'histoire est en marche.